Notre prochain orateur, nul autre que le professeur Guy-Bernard Cadière de Bruxelles, l'hôpital Saint-Pierre, qui va nous présenter sur les anastomoses latérales duodéno-iléales par Emma avec une gastrectomie combinée. Bonjour, merci tout d'abord à l'Académie de m'avoir invité, ainsi qu'à Michel. Dans le cadre de cette chirurgie magnétique, je vais vous parler d'une étude de faisabilité et de sûreté à 1 an concernant une nouvelle chirurgie bariatrique où on réalise une anastomose latérale entre le duodénum et l'iléon. Et cette anastomose est réalisée grâce à la mise en place de deux aimants qui font donc compression. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait dans la bariatrique, je voudrais quand même un petit peu rappeler que d'abord, il n'y a pas de consensus concernant les types d'interventions bariatriques. Il y a un consensus sur quand, à quel moment il faut faire de la chirurgie, mais il n'y en a pas au niveau des types de chirurgie. Il y a 3 types de chirurgie qui ont été reconnus par les sociétés savantes. C'est la chirurgie de restriction gastrique pure, le sleeve isolé, dont Michel a fait beaucoup la promotion. L'intervention appelée gastric bypass, où il y a à la fois une restriction gastrique et en même temps une malabsorption. Et puis, il y a le duodenal switch, Monsieur Topard en a parlé, où en fait, il y a une malabsorption, c'est un peu difficile à mettre là, voilà, où il y a une malabsorption extrêmement importante et une réduction qui coexistent grâce au manchon gastrique. Et donc, ces interventions sont complexes, elles entraînent des complications et elles sont parfois pas très efficaces avec une reprise de poids. Et donc, ça autorisait à trouver de nouvelles interventions moins complexes, avec moins de complications et avec peut-être moins d'intrusion dans la physiologie. Alors, une première étape par rapport au duodenal switch, c'était de ne faire qu'une seule anastomose. Vous voyez qu'ici, il y en a 2. Et le SADI est une intervention où, en fait, vous n'avez plus qu'une seule anastomose. Et donc, les aliments passent du manchon gastrique directement dans l'iléon, 300 cm d'iléon. Et donc, il y a la malabsorption, évidemment, qui reste extrême. Et l'idée, au fond, était de réaliser des interventions où cette malabsorption extrême serait diminuée grâce à un nouveau concept qu'on appelle la bipartition. Et où, en fait, tous les aliments ne passent pas dans l'iléon, mais une partie seulement. Donc, vous avez dans la bipartition une partie des aliments qui suivent le trajet normal et une partie des aliments qui partent dans l'iléon. Cette partie-là, évidemment, on a une malabsorption. Et ce qui se passe également, c'est que lorsqu'on envoie les aliments directement dans l'iléon, c'est-à-dire dans la partie finale de l'intestin, on stimule des hormones qui vont stimuler immédiatement le cerveau et le centre de satiété. Donc, dès que vous commencez à manger, vous n'avez plus faim. Donc, voilà l'intervention qu'on va vous proposer, où en fait, grâce à la bipartition, on ne va plus avoir cette malabsorption extrême qui entraîne beaucoup d'effets secondaires et où on va avoir surtout la composante hormonale qui va faire son effet. Donc, on va diminuer la malabsorption tout en maintenant les effets endocrines. Enfin,
une autre manière encore de diminuer les complications, c'est d'améliorer la qualité de l'anastomose. Donc, on a diminué le nombre d'anastomoses, OK. Maintenant, on va essayer de l'améliorer. Et vous savez que dans les anastomoses traditionnelles, ben, on doit ouvrir la lumière de l'intestin et pour permettre aux agrafes de se réaliser, et puis on ferme l'ouverture. Donc, dans cette étude, on propose au niveau du duodénum la mise en place d'un aimant ainsi qu'un aimant au niveau de l'iléon à 250 cm du cécum. Et on va avoir une anastomose qui va se créer plus tard, pas au moment de l'intervention. Au niveau central de la fusion des deux aimants, on va avoir une nécrose. Et au niveau périphérique, on aura la fusion des tissus. Alors, cette étude fait partie d'une étude organisée par Michel Gagné impliquant 5 centres au Canada, en Europe et en Asie. Et voilà la procédure. Le chirurgien est entre les jambes, 5 trocars sont nécessaires à l'intervention, et le gastro-entérologue est à la droite du patient. Les deux écrans permettent donc de surveiller l'intervention. 5 trocars, comme je vous l'ai dit, sont nécessaires. Et donc, vous voyez que le chirurgien et le gastro-entérologue voient à la fois la vue laparoscopique et la vue endoscopique. Alors, on commence l'intervention par mesurer 250 cm à partir du cécum et on place des clips. Ensuite, on va exposer l'angle de Treitz, qui va être d'ailleurs clampé pour éviter que l'insufflation nécessaire pour l'endoscopie gonfle l'entièreté des intestins, empêchant d'avoir une bonne vision et une bonne exposition à l'intérieur de la cavité abdominale. Et le gastro-entérologue va placer l'aimant à 3 cm de long et 1 cm de largeur, et il va placer le premier, il va donc s'introduire, il va arriver au niveau de l'angle de Treitz. Vous voyez la lumière ici du gastroscope et de l'aimant. Et cet aimant va être saisi par un instrument de positionnement qui est un aimant lui-même et qui va attirer l'aimant pour arriver jusqu'à l'endroit où on avait placé les clips. Donc, vous voyez ici ce mouvement de glissement. Donc, en aucun cas, pendant cette intervention, nous n'allons ouvrir l'intestin, diminuant évidemment le risque que tous les chirurgiens digestifs connaissent de la péritonite parce qu'on a des fuites à l'endroit des sutures. Et donc, vous voyez, on amène le premier aimant au niveau du clip, qui est ici. Ensuite, on va positionner l'aimant près du duodénum. On va introduire le second aimant au niveau du duodénum. Vous voyez la lumière du second aimant. L'aimant est approché de l'autre et immédiatement, ça colle. Et donc, finalement, on a un alignement des deux aimants créant donc cet accolement. Je dis bien cet accolement pour le moment. Ensuite, on ferme les orifices. Vous savez que quand on crée comme ça des mouvements ou des sutures, on fait des trous et vous savez qu'on peut avoir des hernies internes. Donc, il faut fermer les orifices. Et puis, on réalise donc le manchon gastrique, comme vous l'avez vu. Alors, 24 patients ont été opérés dans 3 centres. Donc d'une intervention d'anastomose duodéno-iléale associée au manchon gastrique. Le suivi est de 1 an.
Il s'agit en moyenne de patients de 43 ans, essentiellement des femmes, et le BMI moyen était de 44. Alors, en termes de faisabilité, bon, la durée opératoire, évidemment, elle s'est améliorée très vite avec le nombre de cas qu'on a fait, et elle est d'environ, retenons, 2 heures. La durée médiane d'hospitalisation est de 2 jours, entre 2 et 40. Et dans tous les cas, les 24 cas sur les 24, on a pu réaliser cet alignement, on a su réaliser cet alignement des aimants. Ensuite, c'était important aussi en termes de faisabilité, c'est d'avoir l'expulsion des 2 aimants après la nécrose par les voies naturelles sans devoir réintervenir pour les retrouver dans les cuvettes des toilettes. Et donc, en fait, la durée moyenne médiane pour que ces aimants tombent dans la cuvette des toilettes était de 48 jours. Donc, l'anastomose est réalisée 48 jours en moyenne après l'intervention. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir que les extrêmes sont de 14 jours, c'est le plus précoce. 14 jours, c'est suffisant pour avoir une fusion des tissus en périphérie de l'anneau. Et on a pu montrer que dans 24 cas sur 4, il y avait effectivement l'anastomose avec le passage. Ici, c'est le cadre duodénal. Et ça, c'est les anses afférentes et l'anse efférente au niveau de l'anastomose. Au niveau de la sûreté de l'intervention, il y a eu des complications, mais aucune complication n'a été liée à la mise en place de l'anneau. Vous voyez qu'on a 0 perforation digestive et euh, aucune complication liée à l'anastomose elle-même réalisée par anneau. Il n'y a pas eu de fuite, il n'y a pas eu de saignement. Par contre, nous avons eu dans la série une fuite au niveau de l'angle de His qui a été assez problématique à gérer puisque le patient a eu 4 mois avant que sa fistule ne se résolve. Parmi les interventions avec un recul de 1 an, donc dans l'étude, il y a eu 6 réhospitalisations pour déshydratation, pour obstruction à cause d'une hernie interne. Donc là, malgré qu'on ait fermé les orifices, la perte de poids a entraîné une fuite, en tout cas une lâcheté dans l'orifice, et on a dû réopérer et fermer donc cet orifice. Il y a eu un cas de lithiase cholédotienne, mais ça, c'est somme toute la rançon d'une perte de poids rapide, et enfin une collection pelvienne qui a été traitée par drainage. On a obtenu en moyenne, pour les 24 cas, 80% de perte de l'excès de poids. Donc, on mesure dans la chirurgie bariatrique, on mesure l'excès de poids par rapport au poids idéal. Et donc là, il y avait 80% d'excès de poids qui avait été perdu. Alors, regardez les gastroscopies qui sont faites après. Vous voyez donc l'orifice, donc l'anastomose duodéno-iléale, ça c'est la voie digestive normale par le duodénum. Et on a mesuré la grandeur de cette anastomose grâce à un gastroscope de 9,5 mm en se demandant s'il pouvait s'introduire facilement ou pas. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit ces gastroscopies, quand on fait ces gastroscopies juste après, voilà, je vous l'ai montré, 1 an après, on voit que ça ne se modifie pas. Et même 2 ans après, chez 5 cas de ma série, nous avons fait une gastroscopie qui a chaque fois permis au gastroscope de rentrer dans l'anastomose. Donc, la notion que ces anastomoses vont progressivement se fermer, comme les fistules quand il y a un jeu de pression, eh bien ici, en tout cas, ça n'a pas existé avec la dimension des aimants placés. Par contre, avec la gastroscopie, lorsqu'on fait des anastomoses duodéno-iléales, parce que vous pouvez faire aussi des anastomoses gastro
iléal, c'est les SACI, eh bien, on voit que le reflux, en termes d'œsophagite, ne s'arrange pas. Comme vous le savez, quand on fait un manchon gastrique, le grand problème, dans 20% des cas, on a du reflux. Eh bien, ici, on voit que donc on a ce reflux, mais que l'anastomose duodéno-iléale, contrairement à l'anastomose gastro-iléale, ne résout pas le problème. Alors, il était évidemment intéressant de savoir si qu'est-ce qui passe à partir du moment où on fait une bipartition, qu'est-ce qui passe d'un côté, qu'est-ce qui passe de l'autre. Eh bien, grâce à une étude isotopique, on a pu voir que dans l'anastomose duodéno-iléale, à peu près 20% de la nourriture qui arrive en bas du manchon gastrique part dans le duodénum, pardon, part dans l'iléon terminal. Et donc, on voit bien qu'on n'est pas à 100% comme dans les interventions de duodénal switch ou dans les SADI, où là, c'est l'entièreté qui part. Donc, on a bien diminué la partie malabsorptive. Alors, je vais aller un peu plus vite puisque le temps qui m'était imparti est fini. Donc, en conclusion, chez tous les patients, l'aimant a été placé correctement avec un bon alignement des deux aimants. Ça a permis à faire une anastomose correcte en accord avec l'endoscopie et avec la radiologie. Et les aimants ont été expulsés naturellement et n'ont jamais nécessité une réintervention. En termes de sûreté, il n'y a eu aucune complication liée à l'anastomose réalisée par les aimants, ni par la procédure nécessaire pour placer ces aimants. Je vous remercie. Merci Guy Bernard Cadière. Est-ce qu'il y a des questions dans le... Oui, Carole. Je voulais vous féliciter pour la qualité pédagogique. Je suis chirurgien gynécologue, donc j'étais ravie de découvrir ce type de choses que je ne connaissais pas du tout. J'ai une question essentielle. Pourquoi vous n'avez quasi randomisé que des femmes? Vous en avez 80%. Et ma deuxième question sera, quelle est l'évolution à long terme? Michel, tu prends la parole, ça veut dire que tu vas répondre pour le Canada, avec la majorité de femmes. Oui, parce que les femmes sont plus braves et s'enrôlent dans l'étude. Mais on remarque qu'en chirurgie bariatrique, en dehors des études, entre 80 et 85%, ce sont des femmes. Et donc, il faudra demander pourquoi les hommes ont si peur de la chirurgie bariatrique. Et peut-être qu'avec des aimants, des anastomoses par compression, si on réussit à diminuer les risques de décès par fuite et par hémorragie, on pourra à ce moment-là avoir plus d'hommes dans nos études. Moi, j'avais une question. Je pourrais peut-être répondre. Oui. Le long terme aussi. En fait, madame, la chirurgie bariatrique, elle est typiquement chez des femmes de 32-33 ans qui ont eu 2 enfants. Et bon, il y a 36 hypothèses pour ça. Mais voilà le profil des femmes qu'on opère. Tu es d'accord? C'est la même chose du même chez vous. Oui. Je sais que tu as passé rapidement sur l'étude isotopique de la gastro-iléostomie. Peut-être que tu pourrais en mentionner quelque chose parce que j'aimerais savoir ton opinion sur quel serait le diamètre idéal de l'anastomose ou quel est le pourcentage idéal qu'on devrait obtenir pour optimiser nos résultats. Parce qu'on a 20% du flow qui va dans l'anastomose duodéno-iléale et par contre... Oui, et par contre, donc on a 80% de la nourriture quand on fait une anastomose gastro-iléale. On a 90%, pardon, 80 à 90% qui part dans l'iléon.
Et donc là, on tend presque vers l'entièreté de la nourriture qui passe de l'estomac à l'iléon. Et alors, on retombe dans le problème de la malabsorption, puisque je vous rappelle que le principe ici, dans la bipartition, c'est de conserver l'effet endocrine qui fait qu'on stimule tout de suite le centre de satiété. C'est très important, ça. Dès que vous commencez à manger, vous n'avez plus faim. Et en enlevant l'effet délétère de la malabsorption. Donc, actuellement, on pense, avec ces études, qu'une grande majorité, donc je vous redis 80 à 90%, contrairement à l'anastomose duodéno-iléale, quand c'est gastro-iléale, passe directement dans l'iléon. Mais, Michel, on doit absolument affiner nos d'études isotopiques parce que manifestement, il y a des biais dedans et on a des problèmes méthodologiques. Donc, c'est une conviction actuellement, mais elle doit être prouvée. Mais selon ton intuition, est-ce qu'on devrait obtenir 40, 50% ou plus? Alors, selon mon intuition, je pense qu'on devrait augmenter un petit peu les aimants qu'on met au niveau du duodénum pour arriver de 20% à 50%. Et même chose, partir à 50% au niveau de l'estomac, ce qui nécessiterait des aimants beaucoup plus grands. Puisque, comme tu l'as bien expliqué, il y a des contractions dans l'estomac qui fait que l'anastomose se rétrécit. Et c'est d'ailleurs pour ça, vous savez, ce n'est pas nouveau, hein, les gastro-entérologues essaient depuis bien longtemps de faire une anastomose entre l'estomac et l'intestin, comme ça, un peu à l'aveugle, sans mesure. Le problème, c'est que toutes ces anastomoses réalisées par aimant, exactement, Brice, se ferment. Et donc, ils ont estimé que on allait vers l'échec. Et donc, on doit trouver des aimants qui soient suffisamment grands, mais qu'on puisse aussi avaler. Il y a une limitation qui est l'oropharynx, évidemment. Mais ça, je pense, Michel, que Michel travaille beaucoup là-dessus, forcément. Et je crois qu'il a des astuces pour pouvoir trouver la solution. Tu vas nous exposer ça plus tard, j'imagine. Hubert a une question et puis après, il y a un commentaire de Dr Kotlowski. Oui, d'abord bravo pour ta vidéo qui est très pédagogique. Alors, j'ai deux questions en fait. Donc, l'anastomose duodéno-iléale, c'est les tissus qui sont fins, ce qui n'est pas du tout le cas de l'antre. Donc, ce n'est pas les mêmes aimants qu'on utilise là dans ces cas-là. Il faut qu'il y ait une gamme, c'est ça? Exactement. D'accord. Et deuxième question, aucun incident sur le fait de transbahuter cet aimant là dans le grêle sur plusieurs dizaines de centimètres. On se dit, ça peut être traumatique. Non, il n'y a jamais eu d'incident. Alors, donc ça c'est évidemment la question, Hubert, c'est-à-dire que est-ce qu'on a eu des perforations en faisant ça? Non. Oui, Mais on a eu des petites lacérations et évidemment, moins on va devoir manipuler l'aimant grâce à notre aimant de positionnement, moins on devra faire de longueur pour arriver à notre fameux clip, qui est la bonne position, ben, moins on risque d'avoir des problèmes. Et ça, je pense que depuis, Michel a beaucoup travaillé, va nous exposer la manière dont il aura résolu ça. Oui. Donc, il n'y a jamais eu de lacération avec l'aimant de positionnement. C'est sur la traction. Les pinces atraumatiques intestinales, il faut bien les choisir. Il faut avoir la bonne force. Et d'ailleurs, sur les aimants qu'on utilise pour transporter l'aimant endoluminal, on a 7 différentes forces, entre 12 newtons jusqu'à 27 newtons. Donc, on peut choisir la force de l'aimant. Donc, il y a aussi un jugement que le chirurgien doit choisir la bonne force pour transporter cet aimant. Si l'aimant est trop fort, il va rester collé. Si l'aimant n'est pas assez fort, il ne va pas être transporté. Dr. Kotlowski, please make your comment. You had the comment to make. Oh, that's absolutely great. My congratulations. That's really impressive and almost fantastic. Thank you. That's what we're looking at. Okay. Jean-Pierre Rosenbaum.
Alors, je suis ophtalmologiste, hein, excusez-moi, donc la question va être une question vraiment de profane. Lorsque vous mettez un aimant à l'intérieur du corps, donc ça pose un certain problème pour les explorations IRM, je présume. Première chose, hein, je pense que parfois, dans les suites d'une intervention intestinale, c'est comment dirais-je, une exploration qui peut être nécessaire pour évaluer certains problèmes. Et puis la deuxième chose, c'est que lorsque vous passez les frontières, vous avez Est-ce que ça pose un problème, les portiques? Oui. Et puis ensuite, la puissance de l'élément. Donc, je vous rappelle que c'est pendant le moment où les aimants sont là, puisque à partir de 48 jours en moyenne, ils sont expulsés. Donc, il n'y a plus d'aimants. Et alors, votre seconde question concernant la force, ben, mais ça, c'est l'objet de multiples études. Quelle force? Et il y a aussi une autre question, c'est et comment est-ce qu'on répartit les forces? En fait, on se rend compte pour la fusion des tissus qu'il vaut mieux avoir une géométrie avec des forces différentes selon certaines zones quand on applique la fusion. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais si vous avez deux fusions complètement homogènes, c'est moins bien concernant la robustesse de la fusion des tissus que quand c'est crénelé et que vous avez une variation de zones de pression, des zones de pression plus élevées, moins élevées, plus élevées. Deux dernières questions rapides. Il faut en laisser aussi pour la présentation de Michel parce qu'on va rester dans le même sujet. Alors, Albert Claude. J'ai une question qui n'est pas de spécialiste. Je suis chirurgien vasculaire. Je me posais la question des indications des anastomoses magnétiques en dehors de la chirurgie bariatrique, hein, en cancérologie digestive. Quelle est aujourd'hui l'extension de ce type de procédure et quel est le marché potentiel pour ces dispositifs? Voilà. Grosse question peut-être, mais... Vas-y, Michel. Oui, c'est sûr qu'il y a toutes les interventions en oncologie chirurgicale, par exemple, pour les traitements de les tumeurs pancréatiques, périduodénales, obstruction partielle. On a maintenant des aimants intestinales, des aimants gastriques, des aimants coliques, des aimants biliaires et pancréatiques et des aimants pour l'œsophage. Donc, pour la chirurgie viscérale, je pense qu'on pourra faire à peu près l'ensemble des anastomoses digestives et c'est un dispositif pour faire l'anastomose. Je ne pense pas qu'il y a une application particulière. Chaque chirurgien pourra décider si c'est par exemple, l'occlusion partielle, etc. Donc, aujourd'hui, on a des anastomoses latérales, mais les aimants vont être modifiés pour faire des anastomoses termino-terminales, termino-latérales. Comme vous savez, il y a des aimants pour les anastomoses vasculaires. D'ailleurs, les Japonais ont beaucoup travaillé sur ces microvasculaires et vasculaires. En transplantation, on a des aimants pour faire l'anastomose de la veine cave, etc. Donc, je pense que c'est illimité. Il faut. Une dernière question de Guillaume Pourchet. Oui, merci. Vraiment, je pense que c'est des choses historiques. Hein, enfin, c'est assez fantastique de pouvoir voir ces évolutions-là. Et moi, c'était une petite question, mais c'est savoir si vous avez déjà établi des grilles de type d'aimant, de taille, en fonction du tissu, de l'épaisseur. Mais c'est vrai que c'est un gros travail, je pense, qui est relié au développement de la technique. Parce qu'on imagine bien sur l'anastomose gastro-jéjunale ou iliale, c'est vraiment la position en fonction de l'estomac, en fonction de ses fixations, la motricité gastrique qui est très variable, qui doit expliquer beaucoup de variations en termes de vidange et de proportion. Merci Guy Bernard.